On va essayer de traiter avec lui, avec vous tous. Racisme anti-blanc, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité? Alors vous êtes essayiste, chroniqueur au Figaro. Vous publiez donc Le Point sur les i aux éditions de Passy. Et alors, comment vous ressentez les choses? Vous parlez régulièrement dans vos chroniques, dans votre livre, de racisme anti-blanc. Enfin, est-ce que c'est un racisme aussi puissant que les autres? Non. Je ne suis pas focalisé sur le racisme anti-blanc. Je parle assez peu du racisme, encore une fois, car je pense que dans ce racisme, on y met tout et n'importe quoi. Je ne vais pas redire ce que je dis. Donc je parle plutôt, moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de voir que cette idéologie antiraciste a culpabilisé, dans le fond, tous les discours qui pouvaient être tenus par une partie de la France oubliée, qui voulait se retrouver dans son identité, se retrouver dans son histoire, dans sa mémoire, dans ses racines, dans le fond. Et cet antiracisme-là a culpabilisé cette recherche d'identité. D'ailleurs, il suffit de voir comment les Français eux-mêmes, à travers les sondages, jugent cette idéologie antiraciste. Ils sont à 80%, je crois, je n'ai plus les chiffres en tête, les premiers à dire qu'ils ne peuvent plus rien dire sans se faire traiter de racistes. Et donc, ce que je reproche à cette idéologie, qui partait naturellement de très bons sentiments, c'est d'avoir arasé tout débat et d'avoir empêché de s'interroger sur les grands bouleversements. Débat sur le racisme quand même. Sur les grands, non, mais ça l'a empêché de s'interroger sur les grands bouleversements sociétaux, démographiques, qui sont apparus ces 40 dernières années et qui ont bouleversé la société, qui l'ont bouleversé d'abord dans sa constitution, avec cette apparition d'un multiculturalisme qui vient heurter, qui est une violence vécue par ceux des Français qui ont pour ADN l'assimilation, c'est-à-dire que tout étranger est naturellement bienvenu, mais à la condition qu'il se plie aux exigences de la France. Oui, mais rassurez-nous, tout de suite, avant d'entrer un peu plus dans le débat, pour vous, on peut être un bon Français, et noir ou musulman, il n'y a pas de problème. Mais naturellement, ouais. Au contraire, toute mon admiration va à ceux qui sont des bons Français noirs et musulmans, et il y en a beaucoup. Et qui acceptent, et il y en a beaucoup. Naturellement, il y en a beaucoup, mais simplement, ce ne sont pas ceux-là que l'on entend. Enfin, si, on vous entend, bien sûr, mais ce ne sont pas ceux-là que l'on entend majoritairement. Et l'on entend aujourd'hui plutôt ceux qui sont les porte-voix d'un communautarisme revendicatif, et singulièrement des porte-paroles de cet nouvel acteur qui bouscule tout, qui n'a rien à voir avec le racisme, qui est cet islam radical qui cherche à subvertir, dans le fond, la République et la laïcité. Donc, si mes préoccupations, si j'en avais une, ma préoccupation prioritaire, c'est de ne pas se tromper de mots et de bien désigner quel est aujourd'hui l'ennemi, dans le fond. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur l'a désigné, l'ennemi qui est cet islam radical. On ne peut pas utiliser le mot ennemi au sein d'une famille. On peut avoir des divergences. Je veux dire que l'islam fait aujourd'hui partie intégrante. Je ne parle pas de l'islam. Non, je parle de l'islam radical. Non, mais ils se sont tous radicalisés. Tout le monde s'est radicalisé. Non, je ne suis pas radicalisé. Non, je veux dire que les positions des religieux se sont radicalisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille parler d'ennemis. Nous sommes au sein de la République, il y a des choses à réajuster, il y a peut-être un islam à moderniser un peu plus pour qu'il puisse s'intégrer parfaitement à la société française. Mais on ne peut pas non plus se dire, on ne peut pas parler d'assimilation, parce que la société française a besoin... On ne peut pas, il faut un moment quand même qu'on puisse... Alors Frédéric Mitterrand, il avait des choses à dire sur le racisme anti-blanc. Non, j'ai écouté très attentivement M. Rioufol, qui, à mon avis, pose très sainement les bases de la question que nous abordons aujourd'hui et dont je réfute toutes les conclusions. C'est-à-dire que quand il pose les bases, quand il dit il y a une partie très importante de la société française qui s'est sentie oppressée par la manière dont un discours officiel lui faisait honte pour un certain nombre de choses, il a raison. Quand il dit ensuite que cette société multiculturelle, finalement, n'est pas harmonieuse, en fait, il la refuse, cette société multiculturelle, eh bien, il a tort. Parce que la France a changé, parce que le monde a changé, parce que moi, je suis content d'admirer des chanteurs qui ne sont pas des Gaulois d'origine. Moi, je l'aime, cette société multiculturelle française. Vraiment, je l'aime.
je m'y retrouve très bien. Alors peut-être parce que je suis un privilégié, peut-être parce que je ne suis pas confronté. Mais d'abord, je refuse ce reproche. Moi, on va vous dire aussi, c'est parce que vous habitez dans le beau quartier. Oui, je prends le métro tous les jours. Par exemple, c'est rien, hein, ça fait grande dame de dire ça. Et quand même, je vivrai dans ma tour d'ivoire, privilégié, favorisé, invité aux émissions de François-Olivier Gisbert avec des gens intelligents, profitant de tous les avantages de la société. Est-ce que ça m'empêcherait d'être un petit peu intelligent, un peu désireux, un peu généreux? Est-ce que ça m'empêcherait d'aimer la société multiculturelle dans laquelle nous sommes? Non, je lis, je vois des expositions de peinture. Je pense par exemple, la France, les plus grands peintres du XXe siècle, c'était étranger, d'origine. Picasso, Soutine, Modigliani, je veux dire, ils ne se sont pas assimilés. Cette folie de l'assimilation. Moi, je demande que les gens s'intègrent, mais pas qu'ils s'assimilent. Je ne demande pas qu'ils soient obligés de manger les mêmes choses que moi dans des cantines, par exemple. Je ne crois pas, je ne suis pas obligé de... Je ne veux pas les obliger dans tous leurs usages. Je peux m'enrichir de leurs usages. Alors après, il y a la violence, il y a tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais cette société multiculturelle, c'est une chance. Et je m'en tiens à ce discours parce que je le ressens fortement. On ne sent pas la même chose. On ne voit pas la même chose. Moi, si je vais tenter de m'expliquer. Moi, je pense que la société multiculturelle telle que vous la voyez n'existe pas, car la société multiculturelle ne se parle pas. Ce que l'on appelle cette multiplicité des cultures est un arrasement des cultures qui ne se retrouve que sur un petit dénominateur commun, en général le football. Ce dont vous parlez là, c'est d'une société multiethnique, ce qui est tout à fait différent, c'est-à-dire une société ouverte au monde, certes, avec des blancs, des noirs, des jaunes, tout ce que vous voulez, mais qui se sont assimilés. Moi, je tiens beaucoup à cette perspective de l'assimilation, c'est-à-dire des gens qui ont accepté en tout cas le mode de vie, la culture et presque la mémoire commune. Or, Or, cette intégration-là, cette assimilation est aujourd'hui brisée parce que les dirigeants eux-mêmes y ont renoncé. Et c'est cela qui, en tout cas, moi, m'irrite, et qui, vous disiez, c'est moi-même qui m'irrite de cela. Non, ce sont les Français eux-mêmes qui s'en irritent. Alors, Yvan Rioufol, maintenant, c'est Mazarine Pinjot qui va vous soumettre à la question. Oui, alors j'aurais plusieurs choses. Ce que vous dites là est très intéressant. Vous parlez de mémoire là. En fait, vous avez un discours réactionnaire de droite, de ce que vous revendiquez par ailleurs, très à la Edmund Burke. Oui, j'ai fini par le revendiquer parce que c'est plus rapide. Mais vous avez raison. Plus simple. Enfin, autant avancer. Réactionnaire parce que réactif. C'est ce que j'essaye de. En tout cas, qui s'inscrit dans une tradition même philosophique de Maistre, enfin les contre-révolutionnaires, etc. Non, j'ai fait un livre là-dessus pour dire que non. Mais enfin bon, c'est pas. Ouais, mais alors. Dans le nouveau, en tout cas, on a l'impression que vous... Mais ça ne me dérange pas. Non, sur votre rapport à l'homme, qu'est-ce que c'est que votre fond anthropologique? C'est plutôt celui qui, effectivement, se nourrit du passé, de la tradition. Le fondement de sa vision politique et de sa vision culturelle est nourri de la tradition. Et vous en voulez beaucoup à toutes les idéologies, idéologie ou philosophie, parce qu'idéologie, c'est nécessairement péjoratif, qui prônent une forme de recréation par soi-même de l'homme. C'est tout simplement la philosophie des Lumières. C'est pas juste la philosophie communiste, parce que vous citez à l'appui les communistes. Mais en l'occurrence, c'est aussi Ose penser par toi-même de Kant, qu'est-ce que les Lumières. C'est quand même à partir de ce moment-là qu'on a pu repenser ou penser réellement la démocratie. Donc, en même temps, avec la limite sur cette démocratie, sur ces droits de l'homme qui ont donné 93. Donc il y a aussi, même dans cette recherche de l'idéologie des droits de l'homme, il y a aussi une vraie violence à vouloir imposer un homme nouveau. La violence, elle est toujours là. Et c'est l'homme nouveau qui me fait peur à chaque fois. Oui, mais l'homme ancien n'a pas... Non, mais l'homme qui évolue, ce que je voudrais, c'est une vision humaniste d'un homme qui évolue en fonction de ce qu'il désire et en fonction des aléas de l'histoire. Mais ce que je n'aime pas, ce sont les docteurs Folamour qui veulent imposer ce qui se passe aujourd'hui. Une évolution. Moi, j'entends bien, obligée. vous disiez aussi qu'on ne peut pas imposer la pensée, on ne peut pas faire la police de la pensée. Vous avez entièrement raison. Et il y a effectivement cette déviance aujourd'hui qui est absolument insupportable. Là, je vous retrouve tout à fait. Néanmoins, j'ai l'impression que vous renversez les causes et les effets. Alors, vous dites que vous parlez peu de racisme, mais en revanche, beaucoup d'antiracisme. Comme si c'était une idéologie qui est en vogue depuis 30 ans, comme si c'était quelque chose que vous avez essentialisé alors qu'il a une histoire, cet antiracisme. Je veux dire, la marche des beurs, elle a une histoire, elle a une raison d'être. À cette époque-là, elle était nécessaire. Alors aujourd'hui, effectivement, le discours a été récupéré dans quelque chose de très hypocrite.
hypocrite, très aseptisé. Mais c'est pas le problème des antiracistes, c'est un problème de la société en général, où Non, le politiquement correct est devenu le mot d'ordre général, mais pour tout, pas essentiellement pour l'antiracisme. Oui, mais ce sont les antiracistes qui ont imposé ce politiquement correct. Alors non, mais touche pas à mon pote. Alors, excusez-moi, mais je voudrais comprendre. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui se sont rencontrées dans un bureau et qui se sont dit on va imposer un truc, on va imposer une idéologie? Non, une idéologie, ça s'impose pas comme ça. Et c'est là où j'ai l'impression que votre réflexion quelque part est faussée. C'est que à la fois vous essentialisez cet antiracisme et en plus vous annoncez qu'il sera, attention, le totalitarisme du XXIe siècle. Allez, réponse d'Yvan Rioufol. Non mais 2 secondes, juste sur la terminologie que vous employez. Donc totalitarisme du XXIe siècle, vous soutenez le pauvre Éric Zemmour et on le comprend vraiment, on le regrette, journaliste donc ostracisé par le pouvoir et la bien-pensance. Et ceux qui les critiquent sont, dites-vous, des fanatiques autoritaire et manie carrément la violence. Allez, maintenant, réponse d'Yvan Rioufol. Oui, je trouve qu'il y a une violence intellectuelle à ne pas vouloir entendre ce que disent les gens, ce que disent les Français oubliés. En effet, et je pense que ce que l'on voit aujourd'hui apparaître à travers les sondages qui vont porter un parti plutôt qu'un autre. Et donc, ce que j'essaie d'analyser, c'est de savoir, je n'ai pas du tout un esprit complotiste en disant que 3 types se sont réunis en disant on va faire une idéologie antiraciste qui va bloquer tous les discours. Je dis que cette idéologie antiraciste qui répondait en effet à un besoin, car il était évident qu'il fallait essayer d'éduquer dans le fond la société à une ouverture qui n'était pas programmée. Nous avons été une vieille société malgré tout, et que cette idéologie a été instrumentalisée par les hommes politiques au pouvoir, par la gauche très singulièrement, et instrumentalisée au profit des minorités. Et aujourd'hui, nous avons eu, à travers une dialectique d'inspiration marxiste, dans le fond, qui voulait dire que les dominants devaient céder la place aux dominés, etc. Nous avons eu cette tyrannie des minorités qui s'est imposée et qui a fait en sorte... C'est très excessif. J'entends ce que vous dites. Qui a fait en sorte... Tyrannie des minorités, oui, bien sûr. La tyrannie des minorités sexuelles, la tyrannie des minorités ethniques, la tyrannie des minorités religieuses. Et l'on voit ça apparaître à travers, par exemple, l'islamophobie, qui devient maintenant brandie à tous égards, et qui interdit... Je prends cet exemple-là et qui interdit ne serait-ce que d'avoir une approche critique de ce qu'est aujourd'hui une religion totalitaire, dans le fond. Et je trouve on parle de totalitarisme. Et je trouve cela détestable. Oui, mais je trouve qu'il y a une violence de la pensée à vouloir imposer à travers ces bons sentiments que sont l'antiracisme. Je ne suis pas raciste, mais il y a une violence de la pensée à vouloir imposer une sorte de filet d'eau tiède qui interdit aujourd'hui et qui culpabilise même la revendication des Français à se réclamer d'eux-mêmes. Ça s'appelle une idéologie sous-jacente et quasiment inconsciente, mais vous ne pouvez pas dire que ce sont des hommes au pouvoir qui ont décidé. Mais c'est une idéologie qui traverse notre société. Et lorsque vous dites la préférence est aux étrangers, mais allez voir dans un consulat à Alger, allez voir dans un consulat à Rabat, allez voir comment ils se débrouillent. C'est pas vrai. Allez voir s'il y a un arabe, un noir et un français qui se présentent pour un boulot, lequel on va prendre. Demandez aux petits blancs. Vous parlez de réalité, on en revient toujours à la réalité quand on manie une idéologie de droite, la réalité. Mais c'est ça la réalité. Je suis journaliste et j'essaye, dans le livre que vous avez peut-être lu, j'essaye d'abord de me focaliser sur les faits. J'essaie d'analyser les faits et ensuite j'essaie de proposer un raisonnement. Et quand vous dites qu'il y a cette préférence étrangère n'existe pas, demandez leur avis. Elle existe, mais c'est pas... Mais laissez-moi terminer. Oui. Demandez aux petits blancs qui ont été décrits par le géographe Guilluy, qui se sont retrouvés dans la France périphérique et qui précisément représentent 60% de l'électorat aujourd'hui et qui se sentent effectivement éliminés, au profit des minorités et singulièrement au profit des banlieues. D'ailleurs, ça a été théorisé par le Parti socialiste lui-même qui, à travers Terra Nova, a décidé d'abandonner cette France blanche qui vote maintenant trop à droite pour lui, pour privilégier la France des femmes, des bobos et des banlieues. Eh bien, ce que j'appelle, cette préférence immigrée, elle est théorisée, elle est assumée par la gauche. Donc pourquoi le taire? Donc je ne le tais pas.